Bon, donc, pour aller vite, hein, donc le film qu'on va vous présenter ce soir, pourquoi ce film? Parce que, voilà, moi j'ai participé, comme pas mal de gens qui sont ici ce soir sans doute, aux manifestations, aux pétitions, etc. Et ce qui est ressorti, en discutant avec pas mal de gens à l'extérieur, dans les villages notamment, c'est que, bon, on a besoin d'informations, on a besoin de débattre. D'où ce film-là. Alors, vous verrez donc, par rapport à ça, c'est un film un petit peu qui a été construit d'une manière un peu particulière, en ce sens qu'il associe à la fois de la fiction et de la réalité. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un docu-fiction, mais il y a quand même dedans des parties relativement documentaires. En faisant ce film, au fond, il y a deux thématiques. Il y a la thématique de l'environnement, bien sûr, mais il y a aussi la thématique, celle-là qui m'est peut-être un peu plus familière à moi, qui est celle du pouvoir, c'est-à-dire la question du pouvoir, des contre-pouvoirs, la question de la parole du citoyen. C'est pour ça que le film s'appelle Expertise, parce que, par moment, il est loin de moi l'idée de dire que la science est inutile, que les avis des experts sont inutiles, mais il y a des moments où on a l'impression que, entre la parole de l'expert et la parole du citoyen, le citoyen passe peut-être un second, n'est pas toujours écouté. Lorsque dans une ville comme Narbonne, il y a de grosses manifestations, qu'il y a des pétitions signées par des milliers de personnes et qu'une décision finalement est prise malgré cela, uniquement sur la foi d'un rapport, on peut s'interroger sur les droits du citoyen par rapport à la parole de l'expert. Donc voilà, c'est une question qui est posée dans le film, fait, vous l'avez compris, pour le débat. Donc on va faire en sorte que ce débat se passe dans les meilleures conditions. Ce qui m'a interpellé dans le film, lors d'une séquence en fait, où JC discute avec des militants qui, je pense, sont dans leur propre rôle, en tout cas, parce que la séquence est vraiment très authentique. Un militant dit une chose, c'est que en réalité, ce procédé servira à traiter les nitrates des effluents qui arrivent en temps réel, mais ne servira pas à traiter le stock, si j'ai bien compris ce qu'il dit, parce que c'est très rapide. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment ce qui est dit dans le film, dans la séquence ou pas? Bon, effectivement, théoriquement, la chaîne de production, c'est 21 000 tonnes, et la chaîne TDN qui doit procéder à ce traitement correspond à cette quantité-là. Donc, à quelques tonnes, on n'arrivera pas à résorber ce qu'il y a actuellement en stock si on continue à faire tourner l'usine, mais bon. Donc, la question qui est posée depuis le début, et qui est contestée, c'est effectivement de savoir si ce procédé est le seul existant, puisqu'il en existe d'autres, puisque parmi justement les personnes qui se mobilisent, il y a des arguments en face pour affirmer que d'autres solutions existeraient. Alors je ne sais pas s'il y a justement des personnes dans la salle qui ont des choses à dire à ce niveau-là, qui se sont engagées à ce niveau-là. D'ailleurs, ce même rapport a été remis au préfet de l'Aude. On attend encore les réponses et on vous explique clairement que la Bactor ne marche pas. Cette technologie ne fonctionne pas. Elle engloutit 800 millions de dollars actuellement. Et peut-être, à la fin de ce mois-ci, ils vont peut-être se diriger sur un abandon puisque le ministère de l'énergie américaine traduit en justice NFS, car ils ne peuvent pas répondre au cahier des charges et à leur exploitation avec tort. Les populations, notamment des ruines, meurent à petit feu, notamment les enfants, car ce procédé est mortifère. Car ils n'ont pas attendu non seulement de traiter des effluents nitratés, car les Américains sont déjà passés à des choses plus intéressantes, qui sont des effluents radioactifs issus de l'armée. Donc, nous, ce qu'on essaye de vous expliquer, et dès ce soir, je vous invite à vous rendre demain sur www.tcnarbonne.org et à télécharger notre rapport où nous avons des liens que personne à ce jour n'a pu contester. Il y a Erwin, dans le Tennessee, Idaho Falls. Aujourd'hui, nous ne nous dressons pas contre des ouvriers qui défendent leur gagne-pain. On se dresse contre un procédé qui nous est proposé qui ne marche pas. Je tiens à le préciser.
D'ailleurs, je tiens à remercier toutes les personnes qui sont présentes ce soir, car enfin nous pouvons nous parler. Nous tous habitants d'un Argonès, citoyens, ouvriers. Pour représenter le Sénat et ses 400 adhérents, j'ai essayé de leur dire que ce jour-là, en juin 2017, nous sommes partis avec deux feuilles d'analyse, alors que cette même entreprise en réclame 23 000. Nous nous sommes tournés donc, puisque nous sommes des républicains, on va dire des citoyens, et nous adorons notre démocratie, nous sommes tournés auprès des services de l'État où nous avons réclamé les 23 000 analyses. Ils ne nous les ont jamais données. Nous avons interpellé, par le biais de notre avocat, Maître Arnaud Nourry, le ministère donc, de l'écologie, qui nous a envoyé une fin de non-recevoir. C'est donc ces deux entités de l'État. Nous avons interpellé la CADA, qui, j'ai appris il y a 48 heures, a déclaré à notre avocat qu'ils avaient perdu le dossier de réclamation. Donc voilà pourquoi actuellement, nous, citoyens de la Argonnaise, nous sommes en justice, car on nous ferme des portes. Nous, on veut comprendre. Nous, on veut parler. Alors, comme toute personne, puisque nous faisons des investigations, et qu'on se rend compte que là-bas ça ne marche pas, pourquoi on l'appliquerait chez nous si ça ne marche pas? Oui, il va falloir qu'on trouve une solution tous ensemble, car on ne pourra pas vivre 50 ans de plus, du moins nos enfants. Demain, l'association du TDN et de MDH, puisque pour certains qui ne le savent pas, il y a quelques jours de ça, l'atelier, l'exploitation qui est en Allemagne et qui plus tard va venir muter, donc a pris feu. 100 soldats du feu ont combattu. Les populations ont été abandonnées pendant plus de 4 heures là-bas, sans aucune information. Et les citoyens allemands sont outrés des conditions de sécurité qui leur sont proposées à eux et à leur famille. On ne connaît pas actuellement, suite à l'incendie récent en Allemagne, les retombées environnementales. On n'en sait rien, on essaye de travailler sur le sujet, et ça c'est une information, je tiens à remercier les copains de SDN, parce que ça c'est pas testé là. Mais comme nous travaillons, il y a vraiment des ponts entre les associations de la Argonnaise, et ça je tiens à tous les féliciter du travail qu'ils font. On a eu cette information qui pour nous est vraiment alarmante. On ne peut pas actuellement accepter ceci dans l'État, ça n'est pas possible. Je vous rappelle à ZF, on a vu, et notamment merci donc, à toute l'équipe qui a rappelé tristement l'événement de 2004. J'ai entendu à la municipalité, donc M. Jolivet, qui défend son entreprise et qui expliquait, il a balayé d'un revers de main le travail de la CRIRAD que nos adhérents ont financé, mais il a oublié quand même de préciser que dans le canal du Torrent, nous avons trouvé 3 à 4 fois plus d'uranium industriel qui ne nous l'avait déclaré avec une maigre feuille qu'il nous a donnée. Donc ça n'est pas acceptable. D'ailleurs, depuis que nous avons trouvé ça, actuellement, aucun représentant de l'État n'a pris des décisions. On continue à pêcher sur le canal. Des citoyens de la Argonnaise continuent à arroser leur jardin avec l'eau du canal du Torrent et par répercussion du canal de la Robine. Le principe de précaution ne s'est pas appliqué. Ce n'est pas pour dire, voilà, ce sont des salauds et nous en prenons. Non, il n'y a pas que. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est enfin, retrouvons-nous, disons, que pouvons-nous faire? S'il y a dans le canal du Torrent et dans le canal de la Robine des boues contaminées, est-ce qu'on ne peut pas se projeter déjà pour protéger dans l'urgence les populations? Si TDN, appelé tort aux États-Unis, ne marche pas, ne pourrions-nous pas faire une commission et observer ce qu'il se passe aux États-Unis, citoyens responsables que nous sommes, avant de prendre une décision? Pourquoi un professeur comme le professeur Barnier ou Bernier, je m'excuse, il est tard, je ne me souviens pas trop de son nom, se permet de dire dans le journal local, là-bas ça marche, c'est formidable, alors que les gens pleurent leurs enfants? Pourquoi on doit accepter ça? Et je le dis sans colère. Oui, il faut qu'on se parle, tous, puisque malheureusement, s'il y a un problème, nous subirons tous les conséquences. Et nos enfants le payeront. Je pense que là, il y a une empreinte industrielle très forte, avec Microcouleur, avec Orano, avec pas mal de choses. Mais est-ce qu'on doit continuer à faire cette politique de l'autruche? Je pense qu'une ville qui regarde droit dans les yeux ses problèmes et ses erreurs, c'est une ville qui grandit. Je peux comprendre deux choses. Une, que les fours seraient des fours à charbon. Est-ce que vous confirmez ça? La deuxième question, qu'ils allaient produire
du nitrogène sous pression. Alors là, ce que je regrette vraiment, c'est la présence... Sans aller dans trop de détails techniques. Là, ce que je regrette, moi, c'est l'absence d'André, qui, je pense, a été accablé ce soir, car il est dans ce combat. Qu'est-ce que c'est le combat associatif? Il y a des gens qui représentent la partie scientifique de notre combat. Il y a des gens qui représentent comme décennat la partie investigation du combat, et beaucoup d'autres. Le problème qu'il y a, oui, ce four va fonctionner avec du charbon, qui est pour nous une hérésie. Voilà. Et ça suffit. Voilà. Ah, il va donc fonctionner le charbon. Il y aura du La deuxième question, l'hydrogène. Voilà, l'hydrogène. Il y aura de l'hydrogène, ça fonctionne avec l'hydrogène, mais nous, ce qu'on a peur, et c'est ce qui se passe en Allemagne, puisque en Allemagne, ils ne parlent pas d'un incendie, mais ils parleraient plus d'une explosion. Voilà, alors maintenant, nous avons une question. Moi, je vous ai posé cette question à dessein. Moi, le 21 septembre 2001, j'étais à Toulouse. Et donc, sans être des scientifiques, nous allons donc mettre 2 bombes à nitrogène au milieu de 60 ans de stock de déchets nucléaires. Ben oui. Voilà. Donc, la science c'est nécessaire. La science, c'est nécessaire pour les actions juridiques, mais le bon sens populaire, je crois qu'on a un Premier ministre qui parlait de l'intelligence de la main, et voilà, le bon sens paysan, excusez-moi du peu, fait que ça ne doit pas avoir lieu. Voilà. Et que ces points simplissimes, que tout citoyen peut comprendre, doivent être développés pour que les gens comprennent. Parce que je pense que la science, on va la comprendre en l'étudiant longtemps. Mais il faut être impactant avec des choses simples. Et ça, à mon avis, c'est simple, il faut que tout le monde le sache. On va mettre 2 bombes sur 60 ans de déchets nucléaires. Et donc, si ça pète, pourvu que ça ne pète pas, mais si ça pète, moi je sais ce que ça fait quand même, parce que j'étais à Toulouse, je suis vivant parce que le Fogène qui était à une centaine de mètres d'AZF n'a pas été libéré, mais sinon Toulouse serait transformée en Bhopal, ça c'est un fait. Voilà, quand ça pète pas juste sur 1 km². Et donc c'est Tchernobyl, mais surtout de notre région. Donc Vinci et ses autoroutes, il peut s'asseoir dessus. L'économie du tourisme peut s'asseoir dessus. L'Espagne peut s'asseoir sur les touristes qui viennent, et compagnie. Que dire mieux? Oui, c'est pour ça qu'il faut communiquer ce soir. Oui, parce que pour lutter face à le film l'explique d'ailleurs, même si c'est de la fiction, fiction et pas fiction, c'est, comment dire, on se fait enfumer. Enfin, l'actualité, sans vouloir faire de grande politique, récemment, on a un président de la République qui a déclaré, je ne parle même pas de sa dernière déclaration, je parle de sa première intervention. Il a déclaré qu'il ferait vite l'écologie, que la taxe carbone c'était pour l'écologie. Et moins de 24 heures après, son ministre de l'écologie à Brest a annoncé à M. Codorniou et tous les gens qui voulaient faire de l'éolien offshore que l'éolien offshore n'était pas une priorité. Voilà. Et pas plus tard que hier ou avant-hier, je ne sais plus quand il a dit, il a annoncé qu'il augmentait un SMIC, et ce qu'il ne le fait pas. Alors, l'enfumage général, si vous voulez lutter contre, il faut lutter. Non, mais je suis d'accord avec vous, et je vais même répondre à ça. Premier point. En décembre dernier, toutes les associations qui étaient dans la lutte ont écrit à Madame Delga, où on a revendiqué le référendum local. On ne nous a pas répondu. Toutes les associations en lutte ont écrit à M. Nicolas Hulot en lui demandant de jouer les arbitres et de se prononcer sur cette affaire. Il ne nous a jamais répondu. Aujourd'hui, pour répondre à quelques informations, monsieur qui parlait tout à l'heure, concernant les fours. Donc effectivement, il y a 2 fours qui sont prévus, TDN et NVH. TDN, à la base, ça marche au charbon. C'est-à-dire que le charbon, pendant le processus thermique, va dégager l'hydrogène. En fait, l'hydrogène est auto-induit par le four à charbon. Donc dans l'enceinte du four, qui est une enceinte assez importante, ça fait, je crois, à peu près 85 mètres cubes,
c'est beaucoup. Là, on aura donc un flux d'hydrogène massif qui est un sous-produit de l'hydrogène, du charbon, pardon, pendant la combustion. Donc le TDN est bien un four hydrogène. L'hydrogène, c'est un sous-produit du charbon. D'accord? Voilà, dans une cuve importante. Je vous dis, c'est 85 mètres cubes. Pour NVH, c'est un peu différent. Ça marche à l'hydrogène directement. L'hydrogène est injecté dans le four, en surpression. Et donc voilà, là on a vraiment également un four hydrogène de grande importance, voilà, avec de l'hydrogène injecté. J'espère que ça répond un peu à votre question. Pour revenir sur Lingen, en fait, à Lingen, visiblement, d'après ce que dit le ministère de l'Environnement allemand, et là c'est drôle sans lettre, ce sont 55 litres d'hydrogène qui ont explosé. 55 litres, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, c'est juste ridicule. 55 litres, c'est, je sais pas, c'est le volume de 10 packs, enfin, de 5, 6, 7 packs d'eau, je sais pas. 55 litres, c'est rien, d'accord? Un mètre cube, ça fait 1000 litres. La cuve du TDN fera 85 mètres cubes. 85 000 litres. À Lingen, il y a 55 litres d'hydrogène qui ont explosé. C'est à peu près tout ce qu'on sait parce que Orano ne veut pas communiquer. Les journalistes ne peuvent avoir aucune information. C'est le ministère qui a lâché ça. Donc ça, cette information, elle est sûre. 55 litres d'hydrogène qui explosent dans un petit atelier. Il y avait 150 pompiers sur place. Et c'est le blackout total d'Orano qui ne veut pas communiquer sur le sujet. 55 litres. Que ce soit TDN ou NVH, on ne parle pas en dizaines de litres, on parle en milliers et en dizaines de milliers de litres. Ça n'a rien à voir, c'est un ordre de grandeur complètement différent. D'accord. Donc si ça explose ici, les conséquences seront beaucoup plus importantes que ce qui s'est passé là-bas. Bien entendu. C'est une question de volume, c'est une question de quantité. Voilà. Ça répond un petit peu à vos questions ? Voilà, donc ça fait, on aura bien, hein, ça c'est clair, il faut que tout le monde en soit conscient, parce que là il n'y aura pas d'échappatoire. Nous aurons 2 fours à hydrogène géants installés, et notamment pour le NVH, en plein milieu du site, notamment pour le NVH, parce que le TDN sera un peu sur le côté, mais c'est pas forcément mieux. Pour d'autres raisons, il y a beaucoup de stockage aussi par là, assez dangereux. Mais le NVH en tout cas, lui, se situe vraiment en plein milieu du site. Et c'est bel et bien un four hydrogène. Voilà. Merci. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de la cristallisation, de la solidification de ces effluves là, qui sont dans les piscines. Et voilà, pour moi, c'est très clair. Si ils ne veulent pas faire la solidification, c'est parce que la solidification, c'est un déchet nucléaire supplémentaire et déjà, ils ne savent absolument pas quoi faire des déchets nucléaires, il y en a beaucoup trop. Et donc, il vaut mieux faire croire à la population que c'est totalement innocent, toutes les fumées qui vont sortir de là, hein, malgré des études approfondies comme celle de Maria Gerbert. Donc, si vous voulez, c'est caricatural. Moi, je trouve ça complètement caricatural, quoi. De choisir ce système-là par rapport à d'autres, parce que les autres, ils sont trop chiants pour eux. Nous, faire mourir la faune, la flore, les humains de toute la région, à petit feu, c'est beaucoup mieux, ça ne se voit pas. Voilà, ça ne se voit pas immédiatement. Voilà. D'abord, il y a une petite précision. Souvent, on entend dire que l'électricité nucléaire est décarbonée. C'est complètement faux. Vous allez sur Internet et vous trouverez des études scientifiques très précises qui ont été faites sur la question. Personne n'arrive à dire quelles sont ces émissions de CO2 parce que ce sont des systèmes très complexes avec des implications en amont et en aval. En aval, on est incapable de les chiffrer parce que la gestion des déchets, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ça, c'était une petite précision. Je voulais revenir sur l'acharnement de la Comurex Areva-Orano à utiliser le procédé TDN. Il y a un petit fait qui, quand même, je crois, éclaire la question. On a parlé de l'entreprise Sudvik qui a vendu le procédé à Orano, mais cette entreprise, elle ne sort pas de nulle part. Cette entreprise, elle a été rachetée par EDF. EDF, qui est le sponsor d'Orano, qui l'a sauvé, disons, puisque c'était une entreprise en faillite. EDF était aussi pratiquement en faillite. C'est l'État, sous l'égide de M. Macron, qui
qui a versé 5 milliards pour recapitaliser, racheter EDF, qui a racheté Sudvic et qui a revendu le truc à Renault. Donc on est sur un circuit fermé, financier, et je crois que le fond du problème, en fait, il est. Si le film, on va dire un peu à tout ce qu'il dit, c'est le poids finalement du citoyen par rapport à l'expert et par rapport finalement à ce que décide l'industriel. Et c'est vrai qu'il y a cet appel vraiment à toute la population à se mobiliser. D'un autre côté, on voit que depuis plus d'un an, beaucoup de choses, beaucoup d'actions ont été faites, que ce soit les rassemblements papillons géants sur la place de l'Hôtel de Ville, effectivement des rapports, des investigations beaucoup plus techniques. Alors, quelque part, là c'est la question que je pose, c'est le président parlait, que faire de plus, quelque part, pour peser encore plus, comment les citoyens peuvent peser encore plus, ça veut dire plus de mobilisation, plus de prise de conscience générale. Oui, pardon. D'accord. Voilà, c'est dommage parce qu'il y a bien plus de personnes à Marlotte qui ne veulent pas tout ça, mais là, il y a un pourcentage de la population non négligeable, et si s'empêche de faire parfaitement pacifique, bien sûr, là, ça commencera. Mais comme c'est possible dans ces gestions, bien souvent, là, on n'est pas tout à fait. Oui, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, plus on est nombreux et plus ce projet-là pourra avoir justement un autre, aboutir différemment. Au niveau des médias, que font les médias français, les grands médias aujourd'hui? Parce que finalement, il n'y a que eux qui peuvent nous aider. L'État fait la sourde oreille, on attend les actions en justice et les médias télévisuels, où sont-ils? Que font-ils? Écrites, télévisuels ont été informés du problème qui se passe dans le musique. Maintenant, on ne va pas se cacher, on est face au numéro 2 mondial du nucléaire. On est face à un lobbying tentaculaire qui a des pressions partout. D'accord? Donc, pour ce qui est du canard enchaîné, je ne compte plus les courriers, les mails, les tentatives de contact qu'on a eues, ça ne les intéresse pas. À tous ceux qui m'ont dit qu'il faut contacter la fameuse journaliste de France 2 qui mettant à mal le système, madame. Voilà. Pareil. Et le problème, moi qui m'a le plus choqué de la part de nos chers médias. Alors, Mediapart a fait son travail. Je parle de ceux qui ne le font pas. Mediapart, Bastamag, Arte ont fait un travail remarquable. Mais je comptais y venir après. D'abord, je fais la liste, c'est comme à l'école, on parle des mauvais élèves, après on parle des bons. Et comme là, pour nous, on a moins de bons il y a plus de mauvais que de bons, c'est problématique. Donc là, on repart pendant les inondations dans notre région qui sont catastrophiques. Et je suis contacté par une journaliste de TF1 qui me dit, écoutez, monsieur Hurtado, je vois que vous êtes une association, nanana, on aurait besoin pour le JT de 20h d'un responsable d'association qui dénonce, on va dire, la gestion et la protection de ses citoyens par rapport aux effets Cévenol dans notre région, parce que c'est pas la première fois. Et là, je me dis, à ce moment-là, on est déjà au courant qu'il y a une dizaine de morts. Je me dis, mon association, on n'a jamais fait un travail là-dessus. Il faut reconnaître, on ne peut pas être de partout. On est des bénévoles, on est comme vous, hein, on a tous un boulot. Alors je me dis, au nom de quoi je vais parler? Beaucoup m'auraient dit, vas-y, TF1, tu balances. Non. Et je lui dis, écoutez, nous, ce qui nous inquiète à Tesséna, c'est l'usine qu'on a, puisqu'en 2004, on a eu un débordement, il y a une rupture de bassin. On sait que les ouvriers qui ont été appelés à la hâte ne venaient pas forcément de France. Hein. On les a fait venir d'un autre pays, on les a payés, ils ont fait le sale boulot, on les a envoyés peut-être avec un sacré héritage. Donc j'ai dit, moi je voudrais qu'à 20h, l'inquiétude des habitants de la Narbonnaise, elle se porte aussi, certes par rapport aux inondations, mais par rapport aux risques industriels qui chaque année nous amènent à nous poser des questions. Voilà. Et bien TF1 ne nous a jamais rappelé. Voilà. Sur Monsieur Bourdin qui se revendique gardois, qui s'attaque. On en est à la limite au harcèlement sur Twitter, sur Facebook, sur courrier, sur mail. Il faut bien que vous compreniez une chose, ils nous ont mis un dôme de verre. Ils ne veulent pas qu'on parle. Ils ne parlent pas. Ils sont tous au courant. Quand les analyses de la CREAT sont tombées sur le site que nous avons, nous pouvons contrôler en France, on avait la carte de France avec des zones qui s'allumaient en France. Paris était d'un bleu ciel magnifique. Pour vous dire que là-haut, dans les ministères, les gens nous surveillent. Mais ils ne veulent pas.
Mettez-vous ça dans la tête, ils ont choisi notre région comme ils ont choisi Erwin et Idaho Falk là-bas. On est une région sacrifiée. Dans l'état des choses actuellement, il n'y a pas d'autre mot plus fort que je pourrais vous dire. Ils ont décidé de le faire là, comme ils le reprennent très bien, comme les acteurs le reprennent. Quand il y a la répartie dans le bar, on dit mais enfin, dans notre région, ben peut-être justement dans notre petite région, les choses sont peut-être plus faciles que si elles se faisaient aux portes de Paris. Voilà. Les médias sont achetés actuellement, les grands médias. Voilà, ça ne les intéresse pas. En 2021, comme disait monsieur, qui a été victime donc, des événements à Toulouse, si malheureusement là ça pète, ils vont tous revenir. Ils vont tous revenir filmer nos cadavres, ils vont tous venir filmer nos gosses qui sont malades. Mais on ne va pas attendre ça. Puis je vais vous dire, actuellement, on a les moyens, justement avec Internet, chacun. Moi je reviens toujours à l'histoire de Décennat, comme ça je dis que j'ai vraiment le sentiment de raconter une connerie. On a commencé, on était 5. Nous sommes 400. À l'appel des familles Papillon et des autres, on a mis plus de 3000 personnes dans la rue en novembre dernier. Le 24 novembre, l'année dernière, 3000 personnes. 24 novembre dernier, 800 personnes avec les événements nationaux qu'on connaissait. Je tiens à saluer certains gilets jaunes qui sont venus nous voir et nous ont dit « Aujourd'hui, on est avec vous parce que nous sommes des habitants de la région, de la Narbonnaise et de l'Aude. Nous avons enlevé les gilets parce que nous avons conscience de votre combat. » Et je les salue parce qu'ils ont fait les choses bien. Alors souvent, on les montre du doigt, on les traite d'alcooliques ou de seconds citoyens, des citoyens de seconde zone. Ces gens-là, ces hommes et ces femmes sont venus le 24 novembre. La presse a dit 800 personnes, non, les services de police 1000. Donc c'était quelque chose de bien. Donc n'attendez rien maintenant, on oublie les grands médias. Certains sont courageux, Arte, Mediapart, Bastanac, voilà. Et on est suivi actuellement par un jeune homme là, qui vient souvent faire des photos, il fait un travail. Juste pour rebondir sur la question des médias, il y a un slogan très connu, je me suis remis à le connaître, le poids des mots, le choc des photos. Et il est connu et il est très efficace. Moi, c'est mon métier, la communication visuelle, entre autres. Et il y a moins de 15 jours, les Gilets jaunes à Narbonnais ont fait une action exceptionnelle, qui est partie de Narbonne, qui était jusqu'à Carcassonne, qui a réuni énormément de monde, qui a été ultra pacifiste. Ils ont fait des dons à Trèbes, enfin, ils ont fait une action merveilleuse en grand nombre. Pas un mot. Le soir même, 50 abrutis ont fait brûler le péage de Narbonne. La France entière et même le monde entier est au courant. Voilà. Donc, que faire pour que les médias s'intéressent? Alors, je dis pas. On est là, c'est l'idée de Patrick Villani, de faire en tour du film un lieu de débat. Donc, n'hésitez pas à venir et aller un petit peu porter la parole déjà un petit peu partout dans le monde. Moi, il y a une chose quand même qui me surprend, c'est qu'on fait un débat sur une question centrale. Il y a un observatoire avec des gens qui sont désignés pour surveiller tout ça, c'est-à-dire qu'ils devraient quand même être là pour expliquer ce qu'ils doivent observer quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on se retrouve ici entre personnes qui sont plutôt opposées au projet. Alors, ce projet, il est déjà pratiquement fait, et puis il n'y a personne ici pour le défendre. C'est-à-dire qu'au moment où les citoyens se réunissent pour en parler, il n'y en a pas un qui vient. Il n'y en a pas un qui est là pour le défendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans nos petits bureaux, on a décidé les trucs, et vous, on s'en fout. C'est-à-dire qu'on ne vient même pas expliquer aux gens les tenants et les aboutissants du projet. Pourquoi ils ne sont pas là? Oui, non, mais ils étaient au Ils sont partis. Ils étaient là, ils sont partis. Ils partent avant le départ. Mais oui, oui. Ah, il y en avait là. Mais vous étiez à la mairie, de toute façon, l'intervention, c'était Basco. Le jour où vous avez fait Basco, il est allé boire un coup. Hein. la journée sur les Gilets jaunes, moi j'ai fait quelques personnes, on cherchait le livre Basco, il est allé boire un coup. le livre de... Ouais, ça fait bizarre. Pour pouvoir donner le livre de Léon. Il s'en fout, Basco. Non, mais bon. Basco. Il n'y était pas. Moi je me suis permis... Mais c'est fait. Ils ont Il m'a dit, mais tu as qu'à venir le 20. Voilà. Le 20 décembre, ça s'explique. Voilà. Tu sauras. Donc, en fait, effectivement,
effectivement, et quand j'ai reçu, et je n'avais pas reçu le film, je l'ai su après. Donc je n'ai pas pu mais est-ce que vous le saviez qu'il y avait quelque chose à la mairie? Oui, je le savais. Vous savez, on va pas moi je vais être là pour préparer. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est qu'à la mairie, alors justement, on fait une petite conférence et puis ils n'arrivent même pas à s'exprimer. C'est-à-dire que là où les gens veulent s'exprimer, il y a la meuf qui vient hurler pour empêcher les gens de parler, et là où il y a un débat citoyen, ils n'y sont pas. Ils n'y sont pas. C'est quand même une chose qui me surprend. Un débat, là on ne débat pas, on discute entre nous, parce que eux n'y sont pas. Parce que eux n'y sont pas. Ils refusent le débat. On sait très bien qu'on aura moins que l'énergie, elle n'est pas. On sait qu'on va vers une pénurie d'énergie. Donc, en fait, ce qu'il faut. Ah si. Non, mais c'est surtout consommer moins, de toute façon. Voilà. Il y a aussi ça. C'est une prise de conscience nous-mêmes. Félicitations d'abord aux comédiens et aussi aux réalisateurs pour cet excellent film fiction documentaire. Moi, je suis directeur de recherche dans un groupe scientifique de formation. Pas dans le nucléaire public, je n'ai pas les compétences pour utiliser là-dedans. Mais je rejoins ce que disait la dame. Effectivement, il y a un besoin d'énergie. Il y a des centrales. J'ai vécu près de la centrale de Gravelines dans le nord de la France pendant des années. D'ailleurs, qu'il y a au moment de Tchernobyl qui s'est bien alarmé. Donc l'anticyclone n'a pas joué son rôle de bloquer aux frontières le nuage. Toujours est-il que tant qu'il y a de la consommation, ça crée un besoin, ça crée du business, et on a besoin de ces centrales. C'est quand même 77% de la production d'énergie en France. On est le deuxième producteur mondial, on va dire, de ce type d'énergie. Et chose, je reviens complètement l'idée, mais on joue un peu l'avocat du diable. Tant qu'il y a cette surconsommation d'énergie de la part des Français, Narbonnais et autres, je me bats mal en tant que citoyen à être privé d'électricité parce qu'on a décidé de fermer des sites qu'on ne peut plus les alimenter. Donc on veut changer d'énergie, il y a des moyens, il y a des mécaniques pour changer d'énergie. Aujourd'hui, l'éolienne, j'ai vu des pétitions parce que les gens ne voulaient pas des champs d'éoliennes près de chez eux. C'est de l'énergie propre, on va dire. Il y a plein de moyens. Et beaucoup de personnes qui ne veulent pas de ce type de nouvelle énergie, y compris les énergies nucléaires. L'énergie, ça a un coût. La science qui produit ces énergies, elle peut être bénéfique parce que le nucléaire n'est pas que négatif d'un point de vue, on va dire, central ou production électrique, mais il sert à autre chose aussi. Dans le médical également, d'accord, on s'en sert également dans le médical. Il y a dans toute innovation, en toute science, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Mais ces innovations arrivent dans nos mains, en tant que citoyens, parce qu'on en a le besoin. Aujourd'hui, je me vois mal être privé de mon téléphone. Tout le monde a un téléphone, je sais que je me prends plein d'ondes dans la tête. J'ai le wifi chez moi, j'ai internet, je me prends plein d'ondes, mes enfants également. C'est pas bien. Mais on m'enlève pas mon téléphone. D'accord? Et si j'ai plus d'électricité pour le faire fonctionner, pour le recharger, oui, je vais être dehors à l'heure du métro pour aller. Oui, non, mais je ne parle de personne de ce type d'énergie. Par contre, il y a des débats qui sont possibles pour savoir comment dans le futur on va gérer autrement l'énergie. Je crois qu'on est plutôt sur ça. L'idée, c'est pas de couper tous les boutons, mais de dire désormais des question auquel je pense, parce que pour l'instant, c'est vrai que partout, chaque fois qu'il y a quelque chose. Moi, je suis un peu pour les banderoles, comme en Espagne, aux fenêtres, parce qu'au moins ça se voit. On ne le fait pas chez nous, mais bon, ça peut être une idée. Et puis, ce que je proposais, moi, je suis d'un village, donc de Marcorignan, et je pense qu'on pourrait, dans chaque village, faire une espèce de petit comité de santé publique, à partir des gens qui sont motivés. Alors moi, j'ai pris la peine, sur la pétition, la dernière pétition, de relever tous les noms des personnes qui se disaient de Marcorignan. Donc j'en ai à peu près une trentaine. Je ne sais pas où ils habitent, mais bon, c'est pas grave, Marcorignan, donc on pourra les trouver. Et moi, je pense qu'on pourrait déjà commencer dans chaque Marcorignan, Saint-Marcel,
Narbonne. Et à partir de ces petits comités, bon après, remonter à l'échelon. Voilà, c'est tout. Parce que dans ma vie professionnelle, j'ai eu l'occasion de m'occuper d'établissements classés soumis à autorisation. Là, dans toute la procédure, si je comprends bien, de création de cet établissement a été est achevée. Le préfet a donné son avis, a donné son accord, tout est cadré, tout est fini, sauf les recours éventuels qu'il peut y avoir. C'est pour bien préciser à quel stade on est de l'installation. C'est-à-dire que si les recours sont rejetés, l'installation se fera. Il n'y a plus d'avis, il n'y a plus personne qui peut aller contre. Je ne vais pas me faire l'avocat du Sénat, mais ce qui va venir, et c'est très intéressant, c'est important, puisqu'on est là, on peut se parler. L'avocat du Sénat sera présent, Maître Arnaud Nourri sera présent le 22 janvier à l'Assemblée Générale pour vous expliquer où on en est. Maintenant, ce que je peux vous dire, moi je suis complètement positif. Positif pour la première requête. La première requête, c'est TDF. Pourquoi? Parce que l'État ne nous a pas répondu. Il a été mis en demeure par le juge, et nous sommes à 9 mois, on nous a renvoyé aucune réponse. C'est-à-dire que même ils ont demandé un délai de réponse. Chose qui a été apparemment plus rapide pour les autres associations qui ont engagé donc un combat juridique. Donc ça, c'est un premier point. Donc, est-ce qu'on a trouvé les bons arguments? Est-ce qu'ils font exprès de traîner? Ça, Ils font exprès de traîner. Eh bien, qu'ils fassent exprès, c'est très bien. Qu'ils continuent. Maintenant, pour ce qui est des MVH, les requêtes incluant les trois arrêtés préfectoraux, donc la requête a été déposée il y a 2 jours, on était dans les délais. Donc moi, je reste extrêmement confiant, parce que j'ai confiance à notre défenseur, d'accord? Je trouve que les requêtes sont bien montées, je trouve qu'il a trouvé vraiment des choses que personne n'aurait pu trouver. Donc, ben oui, il faut attendre. Oui, il faut attendre. Maintenant, avant de vous quitter, parce que là je dois vous quitter, je vais vous dire 2 choses. Ce qui a révélé le film et l'acte à la violence, bon, à travers du meurtre mafieux, barbouze, on s'en fout. Moi, j'ai senti, parce que ça couve à Narbonne, là on est calme, il y a beaucoup de gens qui le sont moins. Le téléphone de l'association sonne souvent en me disant j'en ai marre, il faut aller d'ailleurs, certaines personnes qui étaient au gilet jaune me l'avaient dit, il faut aller bloquer là-bas, il faut faire ci, il faut faire ça. Je leur dis attendez, on est sur une SNAR, INB, c'est des autres, tout tralala, vous allez passer pour. Si vous faites les cons, vous faites péter un truc, vous allez juger comme des terroristes. Il ne faut pas oublier quand même que notre pays quand même là est dans une alerte importante. Donc, mais il y a un monsieur qui est venu me voir au marché, m'a dit vous êtes un aboyeur public, vous faites peur aux gens. Et quand on a discuté, il m'a dit mais moi si mon gamin il est malade, demain je suis chasseur, je suis un mec du coin, je vais aller là-bas, je l'ai fait péter. Et je lui ai dit ce sera trop tard. Moi j'ai peur de ça. Comme dit monsieur, j'ai peur qu'à un moment, dans les délais juridiques, on s'attarde, on traîne, et que quelque chose voit le jour, et qu'on arrive malheureusement, comme a dit monsieur à Toulouse, qu'on arrive à une énième catastrophe industrielle, et là qui est coup de sang. Et là tout le monde sera perdant. Parce que peut-être celui qui enterrera son gosse, eh ben, il l'aura perdu, il ira foutre une balle à un mec qui sort du boulot, qui était le balayeur du coin, et c'est là. Donc ça coule, oui ça coule. Maintenant, à part vous dire que j'ai confiance en notre défenseur et que je mets tous les espoirs là-dedans, c'est la meilleure chose que je peux vous dire. Voilà. Donc maintenant, il y a quand même une chose importante pour clôturer, n'oubliez pas, bientôt vous allez devoir voter. Vous voulez remettre le curseur. Interpeller tous les prétendants au trône de la mairie et du Grand Narbonne et regardez-les dans les yeux et dites-lui, vous êtes pour ou contre? Parce que le bien au contraire, c'est fini. On est d'accord? Donc voilà ce qu'il va falloir faire. C'est pas de la politique. Là, on est entre citoyens. Donc l'homme ou la femme qui devra nous représenter, il va falloir vraiment qu'il nous lâche. Il va falloir qu'il ait un vrai projet pour notre région et qu'il nous dise réellement s'il est pour ou contre. Parce que le combat Basse-Mouli, on en a ras le bol à TCA. Blanc manteau, blanc manteau, on en a marre parce que c'est nous qui sommes tranquilles. Alors le pouvoir, oui, mais qui prenne la responsabilité. Je vous souhaite une bonne soirée, à cette bonne fête.